Soyez les bienvenus à la Cinémathèque française. Merci beaucoup à David Fincher, qui aime bien contrôler les choses, d'avoir réalisé lui-même cette bande-annonce. Donc il y a mis sa patte. Vous le retrouverez tout à l'heure pour une masterclass après la projection de Zodiac. On vous passera évidemment la parole. Il avait l'air tellement content hier d'entendre vos questions après The Killer, et il a été d'une telle générosité de sa parole qu'on va essayer de continuer à en profiter. Donc vous pouvez préparer quelques questions. Vous allez voir une copie de Zodiac en 35 mm. Ça sera un peu le paradoxe. C'est le premier film de Fincher qui tourne en numérique, mais nous avons dans nos collections une copie 35 mm absolument neuve, et donc un peu spectaculaire. Donc pour changer un peu, voilà, la projection ne sera pas en numérique. Très bonne projection. À tout à l'heure. Juste vous dire que la plupart des séances de cette rétrospective David Fincher seront présentées, et beaucoup d'entre elles seront présentées par l'auteur de ce remarquable essai qui s'appelle David Fincher ou l'heure numérique, Guillaume Aurignac. Je crois qu'il est dans la salle, et ça commencera tout à l'heure à 20h avec un autre grand film de David Fincher, puisque c'est The Social Network. Bonne projection. Ça y est, ça marche. Avec toutes nos excuses. Donc il y a des embouteillages et un énorme concert à l'hôtel Accor Arena. Et donc David Fincher est resté bloqué un quart d'heure à exactement 80 mètres d'ici. Donc, eh bien, donnez-lui le meilleur accueil. David Fincher. C'est très difficile d'arriver à la Cinémathèque parfois. Et vous êtes tombé dans le concert de la salle de concert à côté. Donc vous avez fini à pied. Yeah, it was fine. It was brisk. David, on vient de voir Zodiac, qui, je dois dire, parmi vos films est peut-être celui que je préfère. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être avant de parler de l'histoire elle-même, si on en parle, à quel point ce film, pour vous, est quelque chose de profondément personnel, quelque chose d'intime? I wasn't involved in the original investigation, so it's not that personal, but I grew up in the Bay Area while this was happening. So we were, Zodiac was our boogeyman. He was the thing that we, in second and third grade, that's what everyone talked about. And the film, I guess, is personal only in that I distinctly remember at 14 when my family moved away from the Bay Area. I remember looking out the back windshield of the car and thinking, I'm saying goodbye to San Francisco Bay Area, and what happened to Zodiac? Did they ever catch that guy? And so when the script ended up coming to me, I thought, yeah, I'd forgotten about that. So in that way, it was, going back to childhood a little bit. J'ai pas participé moi-même à l'enquête, bien sûr, donc c'est pas personnel à ce point, mais j'ai grandi dans la grande région dans laquelle ça s'est passé, dans la baie de San Francisco. Et quand on était petit, on parlait que de ça à l'école primaire. Zodiac, c'était un peu notre épouvantail à nous. Et donc, je me souviens très bien que quand, à l'âge de 14 ans, j'ai déménagé, en quittant cette région, j'ai regardé derrière moi San Francisco en disant au revoir à San Francisco, et d'un seul coup je me suis dit tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement, qu'est-ce qui est arrivé à Zodiac, qu'est-ce qu'il a été attrapé. Et donc quand j'ai reçu le scénario, ça m'a replongé là-dedans. J'ai dit oui tiens, j'avais oublié cette histoire, c'était comme un retour dans certains de mes souvenirs d'enfance. Vous vous souveniez par exemple de ce jour
où vous n'avez pas pu aller à l'école, ou alors où les bus scolaires étaient suivis par des voitures de police, comme ce qu'on raconte dans le film? We could go to school. We were sent to school, and we went to school being followed by the California Highway Patrol. So it was not that everyone had to shelter in place. It was simply that one day police cars were following us, and I remember going to my father and saying, "This is strange." And he sort of turned to me and said, "Oh God, yeah, right. There's a serial killer, and he's threatened to shoot children with a high-powered rifle." So and I remember sort of thinking, "You could be driving us," but I mean, it wasn't nearly as dramatic as that. Alors, on allait toujours à l'école, hein, mais un jour, c'est vrai qu'on s'est mis à être, le bus scolaire s'est mis à être suivi par la police. On n'était pas sous cloche non plus, mais je me souviens que j'avais dit à mon père, tiens, c'est quand même bizarre cette histoire, pourquoi on est suivi par la police. Et il dit, ah oui, c'est vrai, il y a un tueur en série, en fait, qui traîne et qui menace de tuer les enfants avec un fusil. Et donc, moi, je me souviens que j'avais dit à mon père, tu pourrais peut-être nous emmener en voiture, mais non, finalement. Est-ce que pour ce film, cette recréation du passé et cette minutie absolue, ce réalisme dans la reconstitution du passé, c'était une chose extrêmement importante pour vous? I don't know that it was really important as much as I knew what that world looked like. I knew what the floor of a newspaper looked like, or an editorial section of a magazine looked like. My father worked at Life, and I could still smell the kitchens, of the Bay Area in that period. 1969 was, kind of where memory begins, in a strange way. So I knew what that world looked like. I knew what those phones looked like. I knew what kind of pens those guys carried. So it wasn't so much, a meticulous recreation as much as I'd shown 8 pens. I could go, that didn't exist. Oh, the papermate, we're using that. And so it was I had a reference point that was extremely personal. But, it wasn't the Heaven's Gate of Bay Area movies. C'est plutôt que je savais exactement à quoi ressemblait cette époque et cet environnement. Je savais ce que c'était que la rédaction d'un magazine, puisque mon père travaillait pour le magazine Life, et je connaissais, tout m'était familier, les odeurs de l'époque. Vraiment, 1969, c'est un peu l'époque où mes souvenirs commençaient, et je savais quel stylo, j'étais capable de dire, en voyant des stylos sur une table, lesquels étaient utilisés à l'époque ou pas. Donc c'est plus qu'une recréation, une reconstitution, c'était que j'avais énormément de points de référence très personnels sur l'époque. Les personnages du film sont vraiment pris dans un labyrinthe. On comprend à un moment qu'ils sont comme aspirés dans un trou noir, que cette histoire du Zodiac devient un trou noir qui les aspire et qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Le film a une forme labyrinthique, mais il y a un moment extraordinaire, c'est quand l'inspecteur de police, Dave Toschi, va voir le film de Don Siegel avec Clint Eastwood qui s'appelle Dirty Harry, et l'histoire qui est en train de devenir sa vie, qui est en train de lui manger sa vie, est en train de devenir un film. Ça, il fallait absolument que ça soit dans le film, dans votre film, le moment où Hollywood déjà s'est emparé de cette histoire. Absolutely. I remember seeing Dirty Harry. I didn't see Dirty Harry when it first came out, and a lot has been made of this, but I remember seeing Dirty Harry and thinking the parallels were sort of uncanny, and I remember how terrified people were about the specter of Zodiac. So the fact that Scorpio was now kind of a nutty plot device in a movie that kind of made light of the terror that a lot of people experienced seemed
to me, kind of unfair. And I remember thinking, you know, I wasn't outraged by it, but I definitely thought, this seems a little, it's being treated in such a trite way. Oui, bien sûr, j'ai pas vu le film à sa sortie, mais je me souviens qu'en le voyant, j'ai trouvé les parallèles assez troublants et en souvenir, enfin, en me rappelant à quel point les gens étaient terrifiés par le Zodiac, le fait de voir que Scorpio devenait voilà un personnage qui était mis en scène et qui mettait en scène cette terreur de l'époque, j'ai trouvé que c'était un peu injuste parce que c'était un peu une façon indécente, vulgaire de reparler de ces événements. Le chef opérateur du film avec qui vous travaillez s'appelait Harry Savides. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur quoi vous vous êtes mis d'accord? Non, mais sur les grands principes visuels du film, sur lesquels vous étiez d'accord tous les deux, pour que on sente d'abord cet effet labyrinthique, et puis cette espèce de terreur douce. C'est-à-dire que Zodiac est un film qui fait peur, mais c'est une peur qui s'insinue. Sure. Harry Savides, may he rest in peace, was one of the most talented people I've ever met, and I wanted him desperately to do the film. We shot the film digitally. It was the first film that I had made that way, and he was very resentful about having to be the guinea pig of, you know, sort of wading into this technology. A lot of, we discussed Stephen Shore's work. We discussed, I mean, there were a lot of photographers and cinematographers of that period. You know, obviously Gordon Willis and Conrad Hall, and those are the areas that we, those are the things that we could sort of thumb through or point to and sort of say, this is kind of what the feeling is. But ultimately, you know, on a day-to-day basis, you're presented with a place or a set or a room, and you have to kind of do what you think is right, even if it's not essentially period or specifically period. Oui, Harry Savides, donc paix à son âme, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement talentueux. Parmi les personnes les plus talentueuses que j'ai rencontrées, je voulais vraiment travailler avec lui. Et c'est le premier film qu'on a tourné en numérique. D'ailleurs, il n'aimait pas beaucoup cette idée de servir un peu de cobaye à cette nouvelle façon de travailler. Mais quand on a parlé du style visuel du film, on a évoqué les photographes de cette époque, vraiment la patte visuelle, comme Stephen Shore ou Gordon Willis, des chefs opérateurs aussi. Ça, c'était pour l'aspect général. Ensuite, au quotidien, on se retrouve avec un décor, avec une pièce qu'on doit éclairer ou filmer. On fait ce qui nous semble le mieux sur le moment. Et donc, on essaye de s'adapter à ce qu'on a. And there were many things that we kind of agreed on, or that we found that was linchpin. The color yellow was really important. You know, it was very prevalent in a lot of the upholstery. The kinds of patterns that you see in the clothing, the plaids, the wood paneling, you know, which was actually kind of a holdover of the late 60s into the early 70s. You know, most decades, in terms of how we remember them or experience them, actually, you know, like the 1970s kind of, you know, the Brady Bunch 1970s that we associate with, kind of starts in 1967 and kind of ends in 1978. And so it's a bit like curating the things that feel right to you, given what's on the page. Donc les choses sur lesquelles on était d'accord, oui, il y avait quand même un certain nombre de choses récurrentes, la couleur jaune, certains motifs, le motif écossais, les panneaux de bois, vraiment qui sont assez typiques de cette période, fin 60, début 70, et donc toute cette période du Brady Bunch de l'époque, entre 67 et 78, donc on essayait d'aller vers tout ça, tout ce qui pouvait rappeler ça. Et par ailleurs,
dans le film, quand je parlais de peur, de terreur, est-ce que vous vous êtes posé la question, que vous pouvez vous poser dans beaucoup d'autres films, qu'est-ce qu'il faut montrer et ne pas montrer? C'est-à-dire que le premier meurtre, avec les coups de feu, vous le montrez, les coups de couteau près du lac, vous les montrez, mais par exemple la séquence avec la femme et son bébé, qui est presque une séquence de cauchemar, ce n'est pas une séquence réaliste. Bien sûr, vous n'avez pas montré le meurtrier en train de la jeter sur la route avec son bébé. Comment vous décidez ça, de ce qu'il faut montrer au spectateur et de ce qu'il faut rester caché, parce que le suggérer suffit? In the case of, we tried to limit what we showed with either what the police reports and photography showed, what the surviving witnesses recounted, and specifically, what they felt about it. Brian Hartnell was an important person that we talked to about what Berryessa, what going through that experience was like. Kathleen Johns, the person who picked her up, did threaten to hurt the child that she was with, but never ended up going through with it, so we didn't show that. And generally speaking, we tried to, stay true to the horror of what it's like when an aberrant thinker decides to hunt people. On a essayé de limiter les choses à ce qui était déjà montré par exemple les rapports de police, les photos, quand on avait des choses indirectes comme ça, les témoins aussi, le ressenti des témoins survivants qui avaient vécu cette expérience. Kathleen Jones par exemple, son enfant, oui, la personne qui l'a prise en autostop a menacé qui a proposé de l'emmener, a menacé son enfant, mais ensuite n'est pas passé à l'acte. Donc on est resté fidèle à l'horreur de ce que ça peut représenter quand un homme comme ça se met à pourchasser les gens. Je vous pose la question parce que bien sûr tous les amateurs du film et tous les gens qui sont entrés dans cette histoire se posent la question. Et le film se termine là-dessus. Les dossiers sont toujours ouverts. Arthur Lee Allen est toujours le principal suspect. Est-ce que les choses ont évolué dans cette histoire incroyable depuis que le film a été fait? Okay, specifically, we bought Robert Graysmith's book. We didn't relitigate the entire case. We simply focused on the things that he recounts and the connections that he made, and we, to the extent that we reinvestigated it, I think that's been hyperbolized a little bit, but what we endeavored to do was to look at all the connections that he made, tear at the fabric of it, and make sure that, at least from his standpoint and from David Toski's standpoint, that we did justice to what they believe. That's the story. That's whose story we were telling. It's not the story of the Zodiac, it's the story of Robert Graysmith and his interactions with Paul Avery and David Toski, and to a limited extent Bill Armstrong. But so it wasn't so much that, it was mostly we were ensnaring the small corner of Zodiac, mythology that Robert occupied, and so we did what I felt was due diligence to that. Alors, nous, on a acheté les droits du livre de Robert Graysmith. Donc on n'a pas refait nous-mêmes vraiment l'enquête, ça a été un peu exagéré quand on a dit qu'on avait refait l'enquête. On s'est simplement concentré sur les liens que lui, en enquêtant, avait fait
on a un peu tiré la pelote aussi de nous-mêmes pour rendre justice à cette histoire qui est l'histoire que lui raconte. On ne raconte pas l'histoire du Zodiac, on raconte son histoire à lui, Robert Graysmith, et de son enquête et de sa relation au fil de l'enquête avec Dave Toschi et Paul Avery. Et donc c'est simplement que lui a exploré des recoins qui sont devenus de la mythologie de Zodiac. Mais c'est l'histoire de Robert Graysmith avant tout. But as far as the Arthur Lee Allen aspect, as far as that tangent, he was passed over based on DNA evidence that may or may not have been testable to this day. The film is talking not only about the theories, but also the real deficiencies, the technological deficiencies of criminology at that point. They didn't have fax machines, so they were up against a lot. And the film hopefully is there to be a testament to not only the dogged web sleuth, but also to the true unknowability based on. It was a very primitive time. We forget. We're probably about to see an entire slew of serial killers, brought to justice in their late 80s and early 90s because of technologies that were unimaginable at that point. This was, it's about unknowability. It's about what do you need to get in order to get at and hopefully touch justice? En ce qui concerne donc le suspect principal, c'est très compliqué parce que comme on n'avait pas sur le coup l'ADN qui permettait de tester, le film en fait ne parle pas de la théorie ou de qui est le coupable, mais montre les déficiences techniques qui ont fait qu'on ne pouvait pas accéder à la vérité. Mais ils en étaient encore à l'époque du fax et ça paraît fou aujourd'hui. On a oublié qu'on était encore à une période un petit peu primitive et ça témoigne de ces moyens qui étaient encore primitifs. Et je suis persuadée qu'en vieillissant, on va finalement, dans les années qui viennent et les décennies qui viennent, grâce aux progrès techniques qui étaient inimaginables à l'époque, on va réussir à confondre des criminels. Donc c'est un film sur l'impossibilité à savoir et qu'est-ce qu'il faut avoir comme élément pour rendre la justice. Rassurez-vous, David Fincher, je ne vais pas en faire une grande théorie, mais quand même, je me suis aperçu que le film commence vers 67-68 et se termine à la fin des années 70. C'est exactement la période que vous avez vu ces films-là enfant, puisque vous êtes né au début des années 60. C'est exactement la période de ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood. Le film commence en gros avec Bonnie and Clyde et Easy Rider, et il se termine avec la guerre des étoiles. Je voudrais savoir quel rapport un cinéaste de votre génération, qui est né au début des années 60, vous avez avec ce cinéma-là. C'est-à-dire le moment où les auteurs, en gros, prennent le pouvoir à Hollywood. I was a child. I was just on the bus going to school. But to that point, I don't know about New Hollywood as much as I know about Northern California filmmaking. And there was a whole slew of people who were extremely influential to certainly the filmmakers that I grew up with that were from the Bay Area. John Cordy, obviously Francis, certainly George Lucas, Michael Ritchie, Philip Kaufman. I mean, movies were being made in the Bay Area and during the late 60s and early 70s. I remember kids, I went to Isabel Cook Elementary and kids that I went to school with showed up with shaved heads because they were in THX 1138. And I remember, Shady Lane in Ross being shut down for 2 whole days while they shot The Godfather, or at the Marin Arm Guard Center, or Invasion of Body Snatchers was being made. So
So it was a time when there was, I don't know about the new Hollywood, I only know about the North Hollywood, but there was a lot of filmmaking going on, and, you know, it was certainly informed or I never felt that the idea of making films was out of reach. I mean, how could you? It's like, American Graffiti was shot in front of our house. So it just seemed like, you know, it was a very fertile time. And there was so my relationship to the new Hollywood has much less to do with, than it does with Marin Hollywood. J'étais enfant, donc moi le nouvel Hollywood c'était assez abstrait pour moi. Ce que j'ai vu qui était concret pour moi, c'était les films qui étaient faits dans le nord de la Californie, et ça c'était très concret. Il y avait une ribambelle de cinéastes très influents à l'époque, John Gordy, bon évidemment George Lucas, Michael Ritchie, Phil Kaufman. Donc à la fin des années 60, moi à l'école primaire, on voyait vraiment des tournages. Moi je sais que il y avait une rue près de chez moi qui a été fermée pour tourner Le Parrain. Pareil, l'invasion des profanateurs de sépulture aussi, qui a été tournée juste là. Donc c'était assez concret pour moi, et c'est pour ça que faire du cinéma, ça ne m'a jamais paru quelque chose de très inaccessible. Au contraire, American Graffiti a été tourné vraiment devant chez moi. C'était une époque très fertile, donc plus que le nouvel Hollywood, ce qui m'a marqué, c'était le cinéma qui était fait dans le comté de Marin, le comté où j'habitais. Alors ce cinéma, oui, fait à San Francisco, effectivement, dans le nord de la Californie, mais il y a un autre film auquel on ne peut pas s'empêcher de penser en voyant Zodiac, et qui lui n'a pas été fait dans le nord de la Californie, plutôt en studio à Los Angeles et un peu à Washington en décor réel, c'est Les Hommes du Président. Quand on voit comment vous avez reconstitué la rédaction du San Francisco Chronicle, c'est presque difficile de ne pas penser à la reconstitution de la salle de rédaction de Washington Post. Pour vous, ça a été un film important? Oh God, yeah. I mean, it's one of the 5 greatest American films ever made, and or certainly for my money. Sure, if you're, I mean, when Jamie Vanderbilt first started talking about this movie, and I read the first draft, he was saying it's a detective movie, and I kept saying, it looks like a newspaper movie to me, and when if you're going to do a newspaper movie, it's going to look like All President's Men, because that's what a newspaper looks like, and certainly a newspaper in that period. So yeah, no, I mean, we more than tip our hat to Alan Bakula. You know, I'm sitting squarely on his shoulders. Oui, évidemment, pour moi c'est un des tout meilleurs films qui ont été faits, des meilleurs films américains. Et quand James Vanderbilt a commencé à me parler du scénario à l'écriture, il me disait bon, c'est un polar, et en fait plus il m'en parlait, et plus je disais mais en fait c'est un film d'investigation, un film dossier. Et forcément à partir de là, on pense à ce décor, et forcément on y rend hommage. Vous parlez de la proposition du scénario. C'est aussi une question qu'on a envie de vous poser, parce que en France comme aux États-Unis, je crois Millennium, la trilogie de Stieg Larsson, alors ça doit s'appeler The Girl with the Red Dragon ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc Millennium, la trilogie de Stieg Larsson, a eu aussi beaucoup de succès ici. Comment vous vous êtes retrouvé sur ce projet, ou plutôt qu'est-ce qui vous a intéressé d'abord quand on vous l'a proposé? I was given that book in Galleys by Kathy Kennedy, who, when I asked her what it was about, she said it's a motorcycle riding lesbian hacker in Stockholm, and we had been trying to get Benjamin Button made for about 9 years at that point, and I was like, oh please. So the movie went and got made by someone else, the first version of it. And when it came back around, Scott Rudin, I had to call Kathy and say, I'm so sorry, but Scott Rudin and Steve Zalian had begun sort of laying it out. And I think primarily my interest in this story was the relationship between Blomqvist and Salander, and I liked the idea of
I like the imbalance in terms of their sex. I like the imbalance in terms of their interests and generationally who they were. And I like that they found this place to be really great friends and great partners. And I thought that was kind of an important thing to see. And of course, as soon as you flesh that out, you have to decide how much of the Nazi serial killer story are you going to include, and so that ended up getting pared back. But for me, it was those two characters. That's what was interesting to me. Donc c'est une amie qui m'a parlé de cette trilogie, ou en tout cas du premier volume, en me disant bah voilà, c'est un film avec des motos et des lesbiennes à Stockholm. Donc ça m'a intéressé, le projet m'intéressait. À cette époque, on essayait de produire Benjamin Button depuis 9 ans. Et donc j'ai un peu laissé filer le temps de faire Benjamin Button. Donc il y a une première version qui a été faite du premier volume. Et ensuite, quand Scott Rudin est revenu vers moi, en ayant quand même déjà un peu préparé les choses, ce qui m'a intéressé, c'était la relation entre Michael Blomqvist et Lisbeth Salander. J'ai aimé leur déséquilibre. À la fois sexuel, à la fois générationnel, et j'ai aimé que à l'intérieur de ça, ils trouvent une façon d'être bons amis, de devenir associés, de s'associer, d'être partenaires, et je trouvais important de le montrer. Et après, voilà, il fallait décider jusqu'où on allait dans le fait de montrer l'histoire de tueur en série nazi. Et quand on aime votre cinéma et qu'on lisait le livre, on se disait la scène du pont avec les photographies, c'est David Fincher qui va faire ça. Donc, ça va être quelque chose. Est-ce qu'il y avait un défi pour vous à ce que cette séquence soit aussi passionnante que dans le livre, en la portant à l'écran, c'est-à-dire retrouver ces photographies, recréer ce moment de passé, c'est quand même le cœur du film. The parade. Yeah, I mean it's a good scene. You know, you read that and you go, yeah, this is a meal. You know, that's fun shit for directors. It's like you get to go, okay, we're gonna ostensibly have, you know, magically enough still frames by somebody shooting, you know, for a local newspaper in Uppsala. We're gonna have enough images that we can now animate them. I mean, it's a stretch, but there's a lot of fun. It's, you know, it's one of those things you go, yeah, I'm going to do this, I'm going to do this, and then I'm going to reflect it in his glasses, you know. So it's a little, it's director porn. Oui, le défilé, ça donne lieu à une très bonne scène, et c'est vraiment l'éclate pour un réalisateur. Il y a cette magie du fait d'avoir assez d'images fixes pour qu'au bout d'un moment, ça s'anime un petit peu. Et après, on se dit, voilà, on va mettre ça, et puis après, on va faire le reflet dans les lunettes, donc c'est un peu du porno de cinéaste. Quand vous adaptez un matériel préexistant, pour le dernier film The Killer par exemple, c'est une bande dessinée française, est-ce que vous vous attaquez à un ensemble de choses où il peut y avoir quelque chose dans un livre, par exemple dans Fight Club, qui vous intéressait particulièrement, où vous vous dites ça, je peux faire focus sur un thème ou un détail ou un motif visuel? I don't know. I mean, I you know, sometimes it's you know, with The Killer, it's a graphic novel that has a lot going on in it, and there's a lot of sort of geopolitical, socioeconomic. There's a monologue that he's doing in his mind. That I've done VO movies before, but what was interesting to me was the idea of, is this guy telling himself the truth? Are we intercepting the truth, or are we intercepting what he tells himself in order to be okay? So the idea of the unreliable narrator to oneself was interesting. You want to do that?
Par exemple, dans The Killer, ce qui est intéressant, c'est que c'est un roman graphique dans lequel il y a beaucoup de choses. Il y a un discours géopolitique ou socio-économique qu'il, dans son monologue du début, dans sa tête. Et ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce qu'on intercepte de ses pensées, est-ce que c'est de la vérité ou est-ce que c'est ce qu'il se dit pour lui se donner bonne conscience ou continuer à faire ce qu'il fait? And so, for instance, Seven is a movie that has, you know, this interesting sort of performance art adjunct to it. You know, John Doe's works, you know, were interesting. The idea of staging that, the idea of this sort of Joel Peter Witkin, you know, museum, was really fascinating. But also the structure, the notion of a story that starts as being old cop, young cop, new to the city, who's gonna, you know, whose point of view is going to win out, and that eventually morphing into a horror movie. You know, the end of the movie, the fourth act, is really a horror movie. So that was attractive to me in that even as I was reading it, and I knew there was 18 pages left, 16 pages left, and John Doe's given himself up at the local police precinct. It just upended any understanding that I had about structure, and I felt sort of at sea, and I thought, if I'm sitting in a theater and this happens, I'm going to be going, wait a minute. And I like putting the audience in that place. Pour Seven, par exemple, il y avait le côté un peu presque performance artistique, l'œuvre entre gros guillemets de John Doe. J'aimais l'idée de cette mise en scène très très millimétrée et en termes de structure, l'histoire qui confronte un jeune flic et un vieux flic, celui qui arrive à la ville et celui qui veut en partir, et la question de se dire quel point de vue va prévaloir, et le fait qu'ensuite on glisse vers l'horreur. Le quatrième acte du film est clairement dans l'horreur. Et ça m'a attirée. Et je me souviens qu'en lisant le scénario, la première fois que je l'ai lu et qu'il me restait une petite vingtaine de pages ou une quinzaine de pages et qu'on voit John Doe qui se rend au commissariat, ça m'a complètement chamboulé évidemment toute mon imagerie, toute ma conception de ce que c'était qu'un polar, et ça m'a totalement scotché. Donc je me suis dit, ça peut scotcher aussi un public. And then you take a movie, and then you take a movie like Fight Club, which when I read it had been published, it wasn't in galleries, but I read it. It had been around for about a year. I mean, I couldn't stop laughing. I thought it was so funny. I thought the things that he was revealing to himself were. They were so amusing to me because they were both so kind of true and horrible and dark, and also illuminated in a way that only Chuck Palahniuk can do. So it's different every time. You never know what you're going to be drawn to. Et par exemple pour Fight Club, quand j'ai lu le roman qui était à peu près publié depuis un an, je me souviens que j'arrêtais pas de rire parce que toutes les choses que le personnage se révélait à lui-même, je trouvais ça très amusant, à la fois dans une vérité à côté très sinistre, et c'était illuminé d'une manière que seul Chuck Palahniuk pouvait faire. Donc c'est différent à chaque fois ce qui va m'attirer sur un projet. Bien sûr, c'est différent à chaque fois, et ce qui est intéressant chez vous, c'est que parfois on a même l'impression que c'est théorique. C'est-à-dire, vous l'avez dit souvent, un film comme The Game, c'est un film sur le cinéma lui-même. Mais ça, j'imagine que vous le saviez tout de suite. Enfin, vous saviez que vous allez faire un film qui allait être une métaphore du cinéma. Vous ne vous en êtes pas aperçu après. Yeah, I don't know what I liked about the game. I like the idea of a Twilight Zone episode that becomes this thing that just seems like a abstract horror to the character that we're supposed to care for and follow through the movie, and then it all gets explained very, very, simply at the end as
oh yeah, we were making a movie and you were the star, and also you're paying for it. So that was amusing to me. He probably shouldn't have fallen from that high, but you learn. Bon, je ne sais pas trop ce que j'ai aimé pour The Game, mais je voulais faire en fait comme un épisode de nos frontières du réel, où on a une sorte d'horreur abstraite qui est vécue par le personnage que l'on suit, avec une explication assez simple à la fin qui était ah oui, au fait on faisait un film dont tu es la star et tu payes. Bon, après peut-être qu'on aurait peut-être dû redescendre de ça, mais on apprend de ses erreurs. Mais comme dans le dernier film, The Killer, et vous n'êtes pas un tueur, je suis bien d'accord, mais c'est quand même un film qui est vraiment fait sur la maîtrise. C'est-à-dire que c'est un film d'un cinéaste qui aime la maîtrise sur quelqu'un dont le problème c'est de garder la maîtrise tout le temps. C'est ce qu'il répète, c'est ce qu'il fait pendant tout le film. Je me demandais quand vous faites un exercice de style comme ça, parce que le film est vraiment un exercice de style, est-ce que sur le plateau, vous diriez comme Alfred Hitchcock par exemple qui disait « je m'ennuie beaucoup parce que j'ai déjà tout prévu », ou est-ce que sur le plateau avec les acteurs, avec les techniciens, il peut y avoir encore de l'accidentel, c'est-à-dire que vous pouvez encore trouver des idées et il peut encore se passer quelque chose au moment du tournage. I think this is the greatest misnomer about directing. The notion that anyone is going to be either personally powerful enough or available enough hours per day or articulate enough to be able to get 90 people to do what it is that you want them to do is insane. So you don't control anything. You come in with a plan because it's not prudent not to. And then you say, okay guys, this is what it is we're going to try and do today. And you have weeks and weeks and weeks of these discussions, and then you finally get there, and hopefully 80% of what you've asked for is available to you, and 75% of your cast is willing, and 65% of what you want to get accomplished goes off without a hitch. I mean, you're simply mitigating against disaster, and so I think that the Eric von Stroheim locking the stage door and saying, here's the shot list, now we can go home tonight at dinner or we can go home tomorrow, it doesn't make any difference to me. That just doesn't exist. Maybe it did in the 20s, but I doubt it. It's a fallacy, and as much as cinema tries to pretend that it's NASA, that it's the space station, it's a lot more grab ass and scratching and kind of, we want to try this, try that. There is no control. Alors c'est vraiment totalement un mythe qu'il puisse exister un cinéaste assez puissant ou assez disponible ou qui arrive à exprimer les choses suffisamment parfaitement pour faire en sorte que 90 personnes sur le plateau vont faire exactement ce qu'ils veulent. On ne contrôle vraiment rien, on prévoit les choses, on a un plan parce que ça ne serait pas prudent de ne pas en avoir, mais en gros on dit voilà ce qu'on va essayer de faire et on espère que 80% de ce qu'on a demandé va être fait et que 75% de la distribution va bien se lancer dans ce qu'on veut et que ça se passe à peu près sans accroc. On est essentiellement sur un tournage en train d'essayer d'éviter la catastrophe. Et ce mythe du cinéaste qui va fermer tout à clé, qui va fermer les portes du studio en disant ben voilà comment ça va se passer, voilà le découpage et on peut tous être rentrés pour dîner ce soir ou alors on peut faire ça toute la nuit. En gros c'est apprendre ou à laisser tel que c'est. Pour moi c'est vraiment une idée totalement fausse et le cinéma a beau essayer de faire semblant que c'est comme la NASA, de la haute technologie très précise. En fait non, c'est beaucoup plus à l'arrache que ça, plus artisanal. On a vraiment fait ce qu'on peut.
Oui, donc le contrôle est un mythe, en fait. Control of that many. Look, a conductor does pretty good. I mean, everybody in an orchestra has spent years learning to do what it is that they do, and all of it can be expressed graphically on a sheet of paper. And then somebody decides, we're going to attack this moment and we're going to ask less of you than me, or it's written here, but I'm going to ask you to sort of sublimate that to what's happening over here. So it's like a taste curation, but the orchestra is delivering those notes as they are mandated, and then somebody is sort of mixing it live. That is not cinema. Like, cinema is it's a military operation executed by precocious children. Donc un chef d'orchestre se retrouve avec des gens, avec des instrumentistes, chacun a passé des années sur son instrument et tout est écrit sur une partition, et il y a une personne qui va lui demander quelques ajustements, donc à son goût. Voilà, donc l'orchestre, chacun joue son rôle et c'est comme un mix en live. Alors qu'au cinéma, c'est vraiment comme une opération militaire exécutée par des enfants précoces. On va passer à 20h tout à l'heure, ce soir, un autre de vos très grands films qui est The Social Network. Là, ce qui était particulièrement intéressant, en plus d'un scénario qui, je pense, vous trouvez vraiment très bon, c'est que c'était un passé très proche. C'est-à-dire qu'il fallait reconstituer quelque chose qui venait presque de nous arriver. Quel genre de travail ça demandait? C'est-à-dire que là, on n'était pas séparés de l'action de plusieurs dizaines d'années, mais juste quelques années. Est-ce que ça demandait un travail particulier pour reconstituer les choses exactement comme elles étaient, mais hier? I don't know. I don't know a lot about coding. I don't know a lot about computer programming. I don't really know much about WWW Ventures. What I do know about is having a commercial company with a bunch of 25-year-olds who are all trying to kind of express what they think this company is about and how it should move forward and the kinds of work that it should do. And I've been involved in those conversations where you say, hey, you've given us your best, but the company's going in this direction and you seem to be... So I know what the organism of young or middle young men, predominantly men, is like, and I know what it is to start a venture where everyone is equal, and along the way, certain, lanes of it flourish and other lanes of it atrophy. And so I know what that discussion is like. I know how painful it is to say to somebody, we can no longer represent you at the thing that you were in on the ground floor of. And I know how difficult it is to be told, listen, you're going off to do a feature. So, I mean, seriously, you're not really part of the draw anymore, or you want to give your points back. So that's what I knew. And I've never, thankfully, been involved in that kind of litigation, but I know what it is to have your heart's desire, not torn from you, but go in a different direction, and how frustrating it can be to articulate, well, we had this thing together. I understood that. C'est pas que j'y connaisse quoi que ce soit en code ou en informatique ou en développement, mais par contre, ce qui me parlait, c'était ce que c'est qu'une entreprise, une jeune entreprise qui, à l'intérieur de laquelle les jeunes qui sont partie prenante veulent exprimer les choses, veulent trouver une manière de communiquer sur la direction dans laquelle ils veulent aller, la façon dont ils veulent travailler, ils doivent définir tout ça. Et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et je crois que je sais ce que c'est qu'une organisation donc de jeunes, surtout de jeunes hommes en l'occurrence,
qui démarre une aventure dans laquelle au départ tout le monde ils sont tous égaux. Et ensuite, il y en a certains qui croissent et embellissent et d'autres qui s'atrophient. Et je le sais parce que c'est difficile, au fur et à mesure qu'un projet se développe, de voir qu'il peut partir dans une direction qui fait qu'ensuite on va en être écarté. Et la frustration que ça peut générer. Et donc c'est tout ça qui me parlait. And I also know what it's like when that group is assailed from the outside, and all of a sudden people see that there's money to be made, and maybe it's this person and not that person. And I know what it's like when those outside influences begin to blow sunshine up the ass of one of the members and, ignore another one. So that dynamic, the horrible growing pains of that's kind of that's what I felt I could relate to, that I could bring to it. Et je sais ce que c'est quand un groupe comme ça se retrouve dans une situation où on sent qu'il y a de l'argent à se faire, et donc des influences extérieures inévitablement vont se faire jour et vont se concentrer sur certains éléments plutôt que d'autres. Donc cette dynamique-là et la souffrance qu'elle peut générer chez certains, ça je pense que je pouvais m'identifier à ça. C'est pas du tout pour vous embarrasser, mais vous faites maintenant des films depuis 30 ans. Vous avez commencé par faire le 3e épisode d'Aliens. Vous avez vu Hollywood changer, vous avez vu le cinéma américain changer. Et quand même, quand on voit un film comme Zodiac, quand on voit un film comme Social Network ce soir, on se dit, waouh, il y avait une ambition, il y avait encore une ambition pour raconter des histoires passionnantes. Est-ce que si vous travaillez aujourd'hui pour Netflix, pour vous poser franchement la question, c'est que les studios, les anciens studios, ont un peu renoncé à ce type d'ambition, c'est-à-dire quand même raconter notre civilisation. Quand vous faites Social Network, vous racontez une partie de notre civilisation. Et ça, maintenant, vous allez le faire pour une plateforme avec 2 films aussi différents que Manque et qu'aujourd'hui The Killer. Est-ce que ce que vous faites pour eux, vous ne pourriez plus le faire pour les studios pour lesquels vous avez travaillé et que vous avez connus? I'm not worried that poetry will die. I mean, the fact of the matter, I'm not worried that people will not reach. I know too many people who are still reaching. I know too many people who love abstraction. I know too many people who look at cinema in the same way that I do, which is, we barely know what this fucking thing is. It's 100 years old. There's 3,000 years of painting. I mean, and yet, we're already, the corpse is cold, and we're and we're talking about, video killed the radio star. I think all of that, these are just growing pains. These are, people will learn to. I mean, I look at Zodiac and I think we did the best we could with digital technology. I mean, I said this at Harry Savides' wake. Someday, somebody is going to haul those stupid cameras out and go, I want it to look just like Zodiac, and they're going to have to go through the pain we went through going, oh my God, somebody's got to make a better camera than this. But it'll become like people will learn to exploit technology in the service of a feeling. They will equate the Thomson Viper, with Harvest Gold refrigerators, and they'll say we have to get that 2007 look that we're going for. So people will continue to do. People will continue to tilt at windmills, and they'll either do it analog or they'll do it digital, but I don't think that's going away. I think when you talk about last year, what we made, Hollywood made 600 pieces of chronological narrative content. That's never happened before. Like, that's just a lot. So
some of it is going to become dust. Some of it is not going to be remembered. And some of it is. And the fact that 48 movies were made in 1974, and Chinatown and The Godfather 2, and that those were amongst those 48 movies that were made, you know, that's firing at those cylinders are firing. There are going to be these ebbs and flows, and technology will never make art less important. It will just avail people to think about it and execute it in a different way. And I don't think I'm being Pollyanna, but over to you. Personnellement, je ne m'inquiète pas de la mort d'une façon de faire parce qu'une nouvelle émerge. Je ne m'inquiète pas de la mort de la poésie. Je pense que les gens vont continuer à aller vers tous les modes qui existent et qu'il y a des gens qui encore ont le même regard sur le cinéma que moi. Le cinéma, ça a à peine 100 ans, la peinture, ça a 300 ans, 400 ans, et on continue à, enfin, beaucoup plus que ça encore, mais l'art classique, et ensuite ça a évolué, et donc le cinéma, ça a seulement 100 ans, et on a tout le temps des histoires, des Cassandres qui nous disent que voilà, un nouveau mode, un nouveau média va tuer les précédents. Mais en fait, il y a vraiment ce côté apprentissage. On essuie les plâtres à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui émerge. Et comme avec Zodiac, donc c'était le premier film en numérique, on a fait de notre mieux. Mais un jour, je crois qu'il y a des gens qui vont avoir la nostalgie de ces premiers films en numérique et qui vont essayer de s'y remettre et qui vont voir à quel point, voilà, on a galéré, mais qui vont reconstituer ça. Qui vont dire, ah tiens, on va essayer de reconstituer, voilà, le look le style visuel de 2007. Que ce soit en analogique, en numérique, d'ailleurs, il y aura toujours des retours à ça. L'an dernier, il y a 600 films à Hollywood qui ont été réalisés. Ça n'était jamais arrivé, un si grand nombre. Certains ne vont pas rester et d'autres vont rester. Il faut savoir qu'en 1974, seulement 48 films avaient été faits, parmi lesquels il y avait Chinatown, Le Parrain 2. Et on ne sait pas quels films d'aujourd'hui vont rester, mais il y en aura. Et la technologie ne rendra pas l'art moins important, mais simplement, ça permettra de l'exécuter de manière différente. Je vous pose une dernière question de fan et après je passe la parole à la salle. Est-ce qu'il y aura une nouvelle saison de Mindhunter? I'm not going to say no, but it's highly doubtful. I mean, look, there are a lot of people who really love that show, and I encourage them to go out and make 5 million friends and get $10 from each of those friends. And then we can chat. Alors je ne dis pas non, mais j'en doute. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont aimé cette série, donc je les encourage à se faire 5 millions d'amis et chaque ami met $10 et à ce moment-là on commence à en parler. Bien, on va peut-être pas prendre beaucoup de questions parce qu'il se fait un peu tard, mais si vous en avez 2 ou 3 de bonnes, levez la main. Bonjour, merci beaucoup pour votre présence et pour votre œuvre, Monsieur Fincher. J'avais une question. Ah voilà, on vous voit mieux, allez-y. J'avais une question sur un de vos projets qui est mis en pause pour l'instant, j'espère pas pour trop longtemps. C'est 20 milieux sous les mers chez Disney. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous attire vers ce projet, parce que ça ressemble pas vraiment à ce que vous faites d'habitude. Et moi j'aimerais personnellement, et je pense que je suis pas le seul, voir vraiment ce projet aboutir. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans. I really wanted to see it too. It's being made. Disney is going to make it, and I think James Mangold is going to do it, but it's not what we wanted to do. Jules Verne's book, and we wanted to talk about white imperialism and kind of cloak it in a Disney movie. We thought that would be kind of amusing. It's a little like Slim Pickens riding the bomb at the end of Dr. Strangelove. But in the end, I think, you know, the movie was going to cost $220+ million, and
and I didn't want to I didn't want to cast a white movie star in it, and that's probably changed now. Even I think Disney sees the error of that judgment, but I mean, it was 2 years, and I'm not going back. Moi aussi, j'aurais bien aimé que ça voit le jour. Mais le projet va se faire, Disney va le produire, mais avec, je crois, James Mangold aux manettes. Nous, on voulait partir, oui, du roman de Jules Verne et faire un film qui parle de cet impérialisme, mais à l'intérieur d'un cocon Disney. Et finalement, le budget allait être de plus de 200 millions de dollars. Et je crois, si j'ai bien compris, que je voulais pas caster un homme blanc pour faire le héros. Donc voilà, finalement, ça va pas se faire. And I will say, last year and a half ago, I got to do a Love, Death and Robots episode called Bad Traveling. That was all CG, and so I got my big crab fight out of my system. So. Et donc il y a 1 an et demi, j'ai réalisé un épisode de L'amour des robots, ça, ou Love, Death and Robots. Et donc j'ai fait une scène de baston sous l'eau avec des crabes. Donc du coup voilà, ça m'a bien plu, ça m'a suffi. Monsieur. Oui, bonsoir. Merci pour le temps que vous nous accordez pour votre cinéma. Je voulais faire un parallèle avec un autre film de serial killer qui est Seven, qu'on n'a pas évoqué ce soir. Et en fait, la question, elle est météorologique, c'est-à-dire Seven se déroule sous la pluie, sauf la dernière scène. Et ici, on voit aussi l'utilisation de la pluie dans Zodiac pour des scènes assez tragiques. Donc, comment vous décidez de mettre en œuvre, en fait, tout le système pour la pluie? When we shot Seven, this is 1994. So the fall into winter of 1994 in Los Angeles was an El Nino year, which means it rains all the fucking time. So I mean, a lot has been made out of this, like, you know, Blade Runner parallels, and, you know, it worked for us because LA doesn't look like LA necessarily if you stay on the fringes of it and you don't see downtown and you don't see Dodger Stadium and you don't see the Coliseum and you don't go to the beach. When it rains, it can look pretty gray and dismal and could be anywhere. I originally wanted to shoot the movie in Oakland, and it was just too expensive to go to Oakland to shoot the movie. But no, we actually ended up bringing rain machines for the days that it didn't rain, just to make the movie match. So no, there's literally no plan to that. There's literally, you can imagine me having made Alien 3 going, I'm not coming out of my trailer until I get a rain machine. Alors, le film Seven, on l'a tourné à l'automne, entre l'automne et l'hiver 94, à Los Angeles. C'était une année de El Niño, donc en fait il pleuvait sans arrêt. Ce qui nous allait, hein, et pour retourner à Los Angeles et en faire une ville qui pourrait être n'importe quelle ville, c'est vrai que quand on tourne aux abords de la ville, quand il n'y a pas de monuments distinctifs aux alentours, qu'on ne va pas dans le centre à downtown par exemple, ça peut être assez glauque Los Angeles, et ça a ce côté un peu qui ressemble à n'importe quel d'aller à Auckland, et on a fini par louer des machines pour faire pleuvoir pour les jours où il ne pleuvait pas. Mais au départ, moi, mon but, c'était pas d'avoir tellement de pluie que je voudrais même pas sortir de ma loge le matin. Ça s'est fait et on s'y est adapté. Qui a le micro? Hello, Mr. Fincher. I wanted to ask you a question about another project that hasn't really been talked about, but I get a lot of those. I want to talk about the Who Is It music video that you did for Michael Jackson. Okay. And I wanted to ask you about that because it seems like it's treated like a short film, like an actual film. I wanted to ask you if there's actually a full-length feature about that storyline that you developed for that, or was it just kind of like something that you came about with Michael Jackson when you did that video?
Alors, donc, une question sur un autre de vos projets, c'est le clip de Who Is It de Michael Jackson, qui est vraiment traité comme un film à part entière. Est-ce qu'il y a une version au long métrage de ce film? Okay. This is the craziest shit that ever happened to me. I sold a concept about a call girl to Michael and his manager at the time, and they agreed to it, and we began to make a music video that probably in its planning stages included a lot more of Michael than we were able to deliver on, because about 3 days into the shoot, I was told that Michael didn't want to be in the video anymore, and that he was uncomfortable with the idea of a prostitute, and that when I pitched it to him, he wasn't quite sure what I meant. And now, for religious reasons, he didn't want to be in the video. And so I said, okay, great, send everybody home, that's fine. And they said, no, you have to finish the video. And so we finished the video with a Michael Jackson impersonator who showed up under cover of night, came to the stage, and I told him, this is all very awkward for me because, I thought Michael would be here, he's not, and we need you. And he kind of patted me on the shoulder and said, David, I've done the last 4 Michael Jackson videos. so that was a mad scramble to figure out how to complete this story in the absence of its star. Alors voilà, une sacrée histoire. Donc j'avais vendu à Michael Jackson et à son manager le concept d'une call girl dans le clip. Ils étaient d'accord. On a commencé à tourner et au bout de 3 jours de tournage, on m'a dit que Michael Jackson ne voulait plus être dans le clip parce qu'il était très mal, enfin qu'il voulait plus tourner en tout cas, qu'il était très très mal à l'aise avec les lignes prostituées, qu'il n'avait pas bien compris quand on lui avait pitché. Et que maintenant, pour des raisons religieuses, il ne voulait plus le faire. Donc je dis, ok, je rentre chez moi, très bien. Et il dit, non, on finit le clip, mais avec un sosie, un imitateur. Quand cet imitateur est arrivé, j'ai dit, c'est très très gênant, voilà, je pensais que j'allais le faire avec lui. Et il m'a dit, non, mais vous inquiétez pas, moi j'ai déjà fait ça sur 4 autres clips avant. Et donc c'était tout l'enjeu, c'était de comment finir ce fichu clip en l'absence de sa star. Toute dernière peut-être. Bonjour. Monsieur. À l'époque de The Game, vous disiez que San Francisco et Paris, c'était les villes les plus difficiles où tourner. Donc déjà, je veux savoir pourquoi. Et ensuite, je veux savoir si tourner Zodiac ou c'est plus dans un film d'époque, ça rend la tâche plus compliquée ou plus simple. Both cities are exquisite and incredibly photogenic and very crowded with tourists. And one of the reasons that they're so beautiful is because they don't let Hollywood come and shoot here very easily. So that's the same is true for San Francisco. San Francisco is, to move around San Francisco, the streets were sort of defined while there were cable cars and horse and buggies, and now moving 40-foot semis and moving from one location to the other over a bridge during rush hour is almost impossible. There are also neighborhoods in Paris that you block one way in and you're clogging 9 other ways out. So I understand it. It makes total sense to me that that when you have a beautiful destination, that you want to protect it from Hollywood. I certainly feel that way. But it's tough. They are 2 beautiful cities, and they're really difficult to navigate in terms of locations and parking and
where you're going to put your base camp and how far it's going, how you're going to feed everybody. So that's what I mean. Ce sont deux villes magnifiques et extrêmement photogéniques et remplies de touristes. Et ce sont des villes qui ne rendent pas forcément les choses faciles pour les tournages, pas comme Hollywood. Et parce que, en plus, ce sont des villes qui ont été conçues à des époques où on n'imaginait pas être avec des semi-remorques, avec des histoires de devoir se garer, où est-ce qu'on va mettre la cantine. Et donc, ça n'est pas facile de s'y déplacer. Et il y a certains quartiers de Paris qui, quand on bloque une rue, ça va créer un embouteillage et un bazar dans toute la ville. Donc je comprends que pour ces belles destinations, on veuille les protéger de Hollywood, même si moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais effectivement, c'est aussi un problème simplement assez pratique de circuler dans la ville. David Fincher, vous avez passé presque 2 journées avec nous à la Cinémathèque, ces 2 rencontres. Merci infiniment de votre générosité. Merci beaucoup Anaïs d'avoir traduit votre photo. Merci aux équipes de Netflix et à celles de la Cinémathèque française d'avoir rendu ça possible, parce qu'elles ont beaucoup travaillé. Je vais vous faire un tout petit cadeau. Parce que vous nous avez donné des choses, mais ça reste un secret pour les collections de la Cinémathèque. Vous nous avez offert des éléments de votre travail. Alors moi, je vous fais un petit cadeau. Voilà, c'est cette plaque. Et un des fauteuils de cette salle Henri Langlois sera désormais, pour l'éternité, à votre nom. Et une maison. Yes. Voilà. Et nous en sommes très honorés. Thank you. Thank you very much.